Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous accueillir pour ce quart d'heure dominical. L'histoire des moines du monastère Shaolin commence par une légende, celle du moine bouddhiste indien Bodhidharma. Nous sommes au VIe siècle après Jésus-Christ. Bodhidharma, fils de prince, arrive en Chine après un long périple. Son voyage l'a conduit du sud de l'Inde à Canton et de là jusqu'aux confins de la Chine, au monastère de Shaolin. Durant son voyage et son séjour à Shaolin, Bodhidharma enseigne aux moines la pratique de la méditation et une technique de gymnastique à main nue, sans oublier les grands principes du bouddhisme tels que celui de la non-violence. Dernier point, c'est Bodhidharma qui introduisit le bouddhisme Chan en Chine, le Chan qui donna ensuite naissance au Zen au Japon. Frédéric Pinlet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait des études supérieures dans une école de direction d'entreprise. Vous avez travaillé en entreprise pendant une vingtaine d'années. Beaucoup. Et en 1984, donc, vous avez découvert le Kung Fu et vous avez diminué votre activité professionnelle. C'est ça, je crois. Oui, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. C'est-à-dire que j'ai découvert le Kung Fu en 84 alors que j'étais effectivement dirigeant d'entreprise. Et puis le Kung Fu était pour moi une activité parallèle, comme vous allez faire du tennis ou une autre activité ou de la danse. Moi, je faisais du Kung Fu, ça a duré pendant des années. Et effectivement, vers 1995, ma vie a complètement changé. Je ne me suis consacré qu'à l'art martial chinois et j'ai abandonné un petit peu ce côté business international qui aujourd'hui me stresse un petit peu. Rien que d'y penser. Donc en 97, vous obtenez votre ceinture noire de Kung Fu. Je vais au temple de Shaolin, je travaille avec les moines Shaolin, donc le diplôme de l'école du temple de Shaolin. Parallèlement à ça, en France, je passe les diplômes propres à l'administration française, donc diplôme fédéral, voilà, pour pouvoir enseigner. Et vous fondez donc une association de promotion des arts martiaux chinois. Exactement. Le Dragon Bleu, voilà, avec, donc, qui est promotion des arts martiaux chinois, puis aussi une école avec une centaine d'élèves en région parisienne pour transmettre. C'est important le mot transmission. Oui, la transmission. Transmission du savoir de l'art martial chinois. Il faut préciser que dans la tradition bouddhiste, mais comme sur toute voie spirituelle, il est important qu'on ait un équilibre du corps et de l'esprit, car les deux sont indissociables pour la pratique. Oui, et c'est peut-être l'aspect le plus important de la pratique du Kung Fu. C'est une espèce de retour ou de non-aller, mais de retour aux valeurs animales, parce qu'à cette époque-là, c'était quand même beaucoup plus naturel que les gens vivent un petit peu plus sur un plan animal. Plus on remonte dans le temps, dans l'histoire de l'humanité, plus l'homme est animal et plus ça va, moins il l'est. À l'époque, on pouvait encore considérer que c'était normal. La différence, c'est qu'ils le sont restés et même encore aujourd'hui. Les moines qui travaillent aujourd'hui à Shaolin travaillent vraiment très très dur. En fait, quand on dit animal, c'est-à-dire moins sophistiqué, par exemple, que dans nos civilisations et moins compliqué au niveau mental. Complètement. Un geste n'est pas quelque chose d'intellectuel avec une recherche, je vais tourner la main de cette façon, je vais faire ça avec la main, c'est j'attrape, c'est tout. Donc il y a une spontanéité. Il y a une spontanéité dans la gestuelle, dans le mouvement, et donc ces moines se sont retrouvés à faire une foule d'exercices qui n'avaient vraiment rien à voir a priori avec le bouddhisme, mais ça les a amenés à un niveau de tranquillité, de calme. Puis aussi, il faut le souligner que Shaolin, à cette époque-là, ce n'était pas la tranquillité qu'on peut voir aujourd'hui, la faculté aussi de défendre le temple et leurs valeurs. À force de se faire piller ce temple, il est vrai qu'à un moment donné... Bernard Goulet a rencontré les moines du monastère Shaolin, actuellement en tournée en France. On regarde. Ça paraît paradoxal dans le sujet qu'on vient de voir. Notre réalisateur parle de compassion, de principes bouddhiques, et en même temps, c'est un art de combat, mais basé sur la défense. Pourquoi on dit souvent d'un moine Shaolin ou d'un moine en général, souvent, il est sage. La sagesse vient de quoi en fait? Ça vient de l'absence de peur. Oui. Ce sont des gens qui ont beaucoup moins peur que nous, puisque ce sont des combattants redoutables, il faut le savoir. Les empereurs les utilisaient pendant certaines dynasties, les utilisaient à des fins militaires pour des justes causes. Quand il y avait des justes causes à défendre, les moines Shaolin intervenaient.
Quand cette mission était terminée, ils retournaient au temple et en plus ils avaient donc l'assentiment de la dynastie, donc la protection du temple était assurée de cette façon-là. Mais c'était une véritable force guerrière et ils retournaient dans le calme, la sérénité, la méditation après avoir combattu comme des lions, comme des tigres. Ils ont été préparés en même temps à ça, notamment par le taoïsme avec Lao Tse, qui disait, je vous cite Lao Tse, une phrase, un court extrait, « Un bon guerrier n'est pas violent, un bon combattant ne s'emporte pas, un bon vainqueur ne cherche pas la vengeance. » Oui, ce sont même des préceptes de chevalerie, à la limite. Oui. On retrouve à peu près les mêmes éléments du comportement chevaleresque d'un individu par rapport à son savoir en matière martiale. Donc c'est là que se rejoignent effectivement les philosophies de type taoïste, bouddhiste, voilà, confucianiste, etc., au travers de l'art martial. Il faut préciser en fait que le bouddhisme qui est arrivé en Chine sous la férule de Bodhidharma et le bouddhisme Chan, qui est un bouddhisme qui n'est plus, où la transmission n'est plus basée sur les écrits, mais basée sur la notion de maître à élève. Absolument, oui, c'est donc important. cette notion-là est extrêmement importante et amène effectivement à cette espèce de, entre guillemets, diaspora des arts martiaux chinois dans tout le sud-est asiatique, et cette transmission était très importante. Je suppose que si vous avez choisi après de vous consacrer à cette voie, c'est qu'elle vous a apporté peut-être une autre manière de vous positionner par rapport au monde, à la société, un autre sens des valeurs? Oui, ça permet de simplifier parce qu'on a tellement compliqué les choses. C'est bien, on a beaucoup de neurones et on les utilise. Donc c'est en milliards de neurones avec toutes les synapses, ça fait beaucoup de configurations possibles. À tel point qu'on a nous-mêmes brouillé le jeu, les cartes, et on ne sait plus dans une situation précise qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois être heureux, pas heureux? Est-ce que c'est bien la voie que je suis, mon éducation, l'éducation de mes enfants? Surtout en Occident. En Occident, on ne sait plus trop où on en est. Et puis quand on commence à faire un grand pas en arrière, on commence à observer, moi j'incite très souvent les gens à regarder les reportages animaliers, regarder comment les animaux se comportent entre eux. Ils sont d'une intelligence incroyable, ils sont même dans la fidélité, ils sont dans un tas de notions qu'on ne leur attribue pas. Et on sait mieux gérer un problème. On se réveille le matin, on est de mauvaise humeur, mais c'est vraiment pas grave parce que les animaux se réveillent aussi, eux, de mauvaise humeur. On a le droit d'avoir froid, c'est pas grave. On peut se faire mal, c'est pas grave. Tout cela n'étant plus grave, et il est vrai qu'on a des journées beaucoup plus agréables à vivre parce qu'on n'est plus agressé à chaque seconde par quelque chose, ni agressé par l'autre. On vit de façon tribale, on est beaucoup, donc il faut que tout le monde s'apprécie. Et d'ailleurs, les animaux ne combattent pas gratuitement, c'est pas gratuit. Jamais. Alors que peut apporter, selon vous, ce type de discipline aux Occidentaux? Alors la première des grandes choses que ça va apporter à un occidental, c'est bouger. Bouger, le corps. On est dans une culture où bouger le corps, c'est presque une... on jette l'anathème sur le mouvement. Il ne faut surtout pas bouger le corps. Tout est basé sur l'esprit, alors qu'on ne réalise même plus à un moment donné que si de toute façon le corps ne transporte plus cet esprit, voilà, si brillant soit-il, arrivé surtout à la fin de nos vies, à partir de 70 ans, 80, 90, ça ne servira plus à rien. Si on ne peut plus déplacer cet esprit, et s'il n'est plus irrigué, on ne pourra donc plus être philosophe. Peut-être une autre façon de se situer tout simplement par rapport à la vie et essayer de gérer les conflits autrement et la relation à l'autre de façon différente. Voilà, donc c'est ça, effectivement. C'est la notion déjà de retrouver déjà une vie physique importante. J'ai presque envie de dire, là c'est le travail qu'a fait Bodhidharma. Oui. Il a remis les moines à bouger déjà. Et une fois qu'il les a fait bouger, ensuite la santé était revenue. Une fois que la santé est revenue, on peut effectivement méditer, on peut faire un travail beaucoup plus intellectuel. Frédéric, merci. Merci à vous.